Aristote, Les politiques, chapitre 2, partie 2. Naturalité et antériorité de la cité. Et la communauté achevée formée de plusieurs villages est une cité, dès lors qu'elle atteint le niveau de l'autarcie pour ainsi dire complète. Se constituant en vue de vivre, elle existe en vue de la vie heureuse. Voilà pourquoi toute cité est naturelle, puisque les communautés premières dont elle procède le sont aussi. Car elle est leur fin, et la nature est fin. Ce que chaque chose, en effet, est une fois que sa genèse est complète et achevée. C'est cela que nous disons être la nature de cette chose. Par exemple, la nature d'un homme, d'un cheval, d'une famille. De plus, le ce en vue de quoi, c'est-à-dire la fin, c'est le meilleur. Et l'autarcie est à la fois une fin et quelque chose d'excellent. Il est manifeste à partir de cela que la cité fait partie des choses naturelles et que l'homme est par nature un animal politique. Et que celui qui est hors cité, naturellement bien sûr, et non par le hasard des circonstances, est soit un être dégradé, soit un être surhumain. Il est comme celui qui est injurié en ces termes par Homère, sans niage, sans loi et sans foyer. Car un tel homme est du même coup naturellement passionné de guerre, étant comme un pion isolé au jeu de tric-trac. C'est pourquoi il est évident que l'homme est un animal politique, plus que n'importe quelle abeille et que n'importe quel animal grégaire. Car comme nous le disons, la nature ne fait rien en vain. Or, un seul parmi les animaux, l'homme a un langage. Certes, la voix est le signe du douloureux et de l'agréable. Aussi la rencontre-t-on chez les animaux. Leur nature, en effet, est parvenue jusqu'au point d'éprouver la sensation du douloureux ou de l'agréable et de les signifier mutuellement. Mais le langage existe en vue de manifester l'avantageux et le nuisible, et par suite aussi le juste et l'injuste. Il y a en effet une chose propre aux hommes par rapport aux autres animaux. Le fait que seul il ait la perception du bien, du mal, du juste, de l'injuste et des autres notions de ce genre. Or, avoir de telles notions en commun, c'est ce qui fait une famille et une cité. Une cité est par nature antérieure à une famille et à un chacun de nous. Le tout, en effet, est nécessairement antérieur à la partie, car le corps entier, une fois détruit, il n'y a plus ni pied ni main, sinon par homonymie, comme quand on parle d'une main de pierre, car une main morte sera-t-elle, mais toutes les choses se définissent par leur fonction et leur capacité, de sorte que quand elles ne les ont plus, il ne faut pas dire qu'elles sont les mêmes, mais qu'elles n'ont que le même nom. Que donc la cité soit à la fois par nature et antérieure à chacun de ses membres, c'est clair. S'il est vrai, en effet, que chacun pris séparément n'est pas autosuffisant, il sera dans la même situation que les autres parties vis-à-vis du tout. Alors que celui qui n'est pas capable d'appartenir à une communauté, ou qui n'en a pas besoin parce qu'il se suffit à lui-même, n'est en rien une partie d'une cité. Si bien que c'est soit une bête, soit un dieu. C'est donc par nature qu'il y a chez tous les hommes la tendance vers une communauté de ce genre. Mais le premier qui l'établit n'en fut pas moins cause des plus grands biens. De même, en effet, qu'un homme accompli est le meilleur des animaux, de même aussi, quand il a rompu avec loi et justice, est-il le pire de tous. Car la plus terrible des injustices, c'est celle qui a des armes. Or, l'homme n'est pourvu d'armes en vue d'acquérir prudence et vertu, dont il peut se servir à des fins absolument inverses. C'est ce pourquoi il est le plus impie et le plus féroce quand il est sans vertu. Il est le pire des animaux dans ses dérèglements sexuels et gloutons. Or, la vertu de justice est politique. Car la justice introduit un ordre dans la communauté politique, et la justice démarque le juste de l'injuste.